Bonsoir tout le monde, bonsoir. Bonjour, docteur. Bonsoir, comment vas-tu? Ça va et toi? Ouais, très bien, merci. Donc, on est en ligne, on va pouvoir passer un petit moment à discuter et Excellent. on remercie tous ceux qui sont en ligne pour écouter, partager Mhm. et on leur demande de ne pas hésiter à transférer le lien à leurs proches d'ici ou d'ailleurs et aussi à préparer leurs questions qui pourront être répondues pendant ce live et ne pas hésiter à partager. Excellent. Donc, on va se présenter. Je te laisse te présenter Donc, bonjour pour à tous. commencer. Merci d'être là pour ce live. Merci à docteur Danchou pour l'invitation. Moi, c'est Pape Mamadou Sen. Je suis externe en médecine à l'Université de Montréal. Je suis également pharmacien de formation euh, et je suis également la membre au comité administratif à la Société des sciences vasculaires du Québec. Enchanté. Merci beaucoup d'avoir accepté de faire partager ton expérience comme jeune talent dynamique africain. Tu nous raconteras tout ton parcours. On veut tout savoir ce soir. Donc, C'est pour ceux bon. qui ne me connaissent pas, je me présente, Prévost Janchou. Je suis médecin camerounais d'origine, français de transition et canadien d'adoption. Donc, je travaille à Sainte-Justine comme gastropédiatre. Je suis aussi un enseignant à l'Université de Montréal où j'ai un poste de professeur agrégé et je fais aussi de la recherche clinique épidémiologique sur les maladies inflammatoires de l'intestin chez l'enfant. Donc, merci à tous ceux qui sont présents et on va pouvoir passer un bon moment à discuter de faire médecine au Québec, étudier la médecine au Québec, qu'est-ce que ça représente? C'est un vaste thème, qu'en dis-tu? En effet, en effet, en effet. Mais on va pouvoir vraiment répondre à vos questions et j'espère vraiment qu'à la fin de ce live, vous serez un peu plus outillé que je l'étais dans le passé et que vous allez être en mesure là, de faire des choix éclairés, des choix de carrière, car c'est pas facile, je vous dirais, là, de savoir c'est quoi sa branche, là, surtout lorsqu'on est jeune. C'est ça. Donc, c'est important, ce temps de discussion, c'est important parce que ça fait partie de ce vaste projet qui est le projet Inspire. C'est un projet qu'on a mis sur pied ici au Québec et je profite de ces petites minutes pour remercier tous les mentors du projet. Donc, le lien de la page du projet figure et défile en bas. Donc, ils sont nombreux, ils sont de différentes spécialités. Aujourd'hui, on va parler santé, mais des prochaines séances, on parlera de finances, on parlera du droit, on parlera de l'agriculture. Et tous Mhm. ces mentors sont là pour accompagner les jeunes qui ont envie d'atteindre leur potentiel. Le mot-clé, c'est vraiment le potentiel qui sommeille en chacun. Et c'est important de se dire que nous, comme mentors, on peut aider ces jeunes à y arriver. Et c'est pas toujours facile de trouver un mentor. Tu nous raconteras tout à l'heure ta propre expérience. Donc, merci à tous les mentors de ce projet. Le Mhm. lien défile sur la page et on va tout de suite enchaîner avec le cœur de ce débat. Mhm. Faire médecine au Québec, c'est quelque chose d'important. Mhm. Mais avant d'arriver à cette médecine, je voudrais que tu nous parles un peu de ton parcours, tes racines, ton parcours scolaire. Excellent. Donc, moi, je suis sénégalais d'origine. Je suis né ici au Québec. J'ai vécu une grande partie de ma jeunesse dans le quartier Côte-des-Neiges, là, à Montréal, où j'ai fait là, mon école primaire, mon école secondaire. J'ai fait l'école secondaire à Lavoie, là, dans le quartier Côte-des-Neiges. Suite à ça, je suis allé au collège Montmorency. Demandez-moi pas pourquoi. J'habitais toujours à Côte-des-Neiges, mais j'ai décidé d'aller à Montmorency, compte tenu du fait que ma tante faisait ses études en soins infirmiers là-bas. Et j'avais un de mes très bons amis qui allait au collège Montmorency à Laval. Donc, j'ai fait mes sciences nat, donc 2 années de sciences nature au collège Montmorency. À Montmorency, je savais plus ou moins ce que je voulais faire dans la vie. En cours de route, ça s'est éclairci, puis on va en revenir un peu plus tard. J'ai dû faire une mineure en chimie, donc à l'Université de Montréal, j'ai fait 2 années de chimie là, à l'Université de Montréal pour par la suite faire un doctorat de premier cycle en pharmacie d'une durée de 4 ans, donc de 2013 à 2017.
Après avoir complété ce doctorat de premier cycle, je voulais poursuivre en médecine. Donc, actuellement, j'étudie en médecine. Je suis en dernière année avant de commencer la résidence. Donc, c'est un parcours vraiment important. Donc, on voit que l'immigration, l'adaptation, tous ces éléments interagissent avec le choix d'une carrière. Tout On à fait. parlera de tes deux carrières, puisque aussi jeune, tu as déjà eu à explorer deux carrières. Et on va peut-être entrer tout de suite dans la première carrière, qui a été la pharmacie. Comment est venue l'idée de t'intéresser à faire la pharmacie? En fait, c'est une très bonne question. En fait, moi, j'ai jamais vraiment su ce que je voulais faire dans la vie. Je me rappelle encore une fois, à ma dernière année, là, au secondaire, on rencontrait la conseillère aux études. Puis elle m'encourageait à poursuivre en sciences de la nature parce que j'étais un étudiant qui réussissait bien là, ses mathématiques puis ses sciences de base. Je suis allé en sciences nature avec comme idée que durant ces 2 années-là, je vais me permettre de découvrir ce qui pourrait m'intéresser, puis peut-être un jour trouver ce qui m'intéresserait là, à faire plus tard dans la vie. Je vous dirais que ma première année au cégep, j'ai plus ou moins pas été sérieux, mais vu que je ne savais pas ce que je voulais faire dans la vie, j'avais pas d'objectif de carrière, donc je me suis un peu laissé aller. Je n'avais pas nécessairement les meilleures notes qui soient. Puis je me rappelle, à ma troisième session, j'ai rencontré un très bon ami à moi qui s'appelle Daniel Schutt, qui est maintenant pharmacien, qui m'a lui-même allumé. Il m'a dit, Mamadou, tu sais, bientôt on va devoir faire nos choix de carrière, on va devoir appliquer un programme à l'université. Est-ce que tu as pensé à ce que tu aimerais faire? Puis, à ce même moment-là, il a commencé à me parler de pharmacie. Puis, à partir du moment où il m'a parlé de pharmacie, j'ai commencé à me renseigner tout simplement sur ce qu'était la pharmacie. J'allais tout simplement sur YouTube, je regardais des vidéos, je faisais des petites recherches Google afin d'un peu comprendre c'est quoi le rôle d'un pharmacien. Parce qu'avant, moi, je ne savais pas à part venir chercher ces médicaments à la pharmacie. Je ne savais pas c'était quoi un pharmacien. Il m'arrivait des fois juste d'aller dans une pharmacie, regarder, faire un peu d'observation, voir ce que le pharmacien faisait. Puis, je vous dirais qu'au fil de ces recherches-là, j'avais également fait des journées d'observation là, dans une pharmacie où ma soeur travaillait comme caissière dans un brunet. Avec toutes ces observations-là, mes recherches personnelles, je me suis mis en tête que la pharmacie, ça pourrait m'intéresser comme choix de carrière. Puis, au cégep, je n'avais pas les notes parce que c'est quand même un choix de carrière que j'ai découvert tardivement en cours de parcours. Puis, par la suite, je suis allé à l'université pour un peu monter mes notes là, en faisant ma mineure en chimie. Puis, finalement, j'ai pu accéder au programme de pharmacie. Donc, je vous dirais que c'est un choix que j'ai fait après qu'un ami m'en ait discuté. Ça me plaisait comme idée. Je voulais aider les gens. J'étais bon également en chimie, en biologie. Donc, je me disais que je pouvais mettre à profit là, mes compétences dans ces domaines-là pour le bien des patients. Et donc, il n'y avait pas de pharmacien dans la famille, donc ton Non, exposition était vraiment due à cette rencontre fortuite tout à et fait. le partage d'intérêts avec ton ami. Tout à fait, exactement. On s'entendait vraiment beaucoup. On était vraiment de bons collègues de classe. On faisait nos devoirs ensemble. On s'appelait pour nos questions. Donc, on avait vraiment développé une belle amitié. Puis, lui également, il ne savait pas ce qu'il voulait faire jusqu'à ce que lui-même commence à se renseigner. Donc, il avait commencé à se renseigner sur la médecine, la pharmacie, la médecine dentaire. Puis, lui, qu'est-ce qui le fitait le mieux? C'était la pharmacie. Il m'en avait parlé également. Mais moi, je n'avais pas vraiment pris la peine de me renseigner sur c'était quoi la médecine, en quoi consiste être médecin, dentiste. Je n'avais pas vraiment pesé le pour et le contre. Je trouvais que la pharmacie, c'était beau. C'était un métier où on pouvait aider les gens. C'était court aussi. Parce que je vous dirais que ma situation familiale a beaucoup également influencé mon choix de carrière à ce moment-là. La médecine, j'y avais vraiment, pas vraiment, j'avais jamais vraiment pensé devenir médecin. Pour plusieurs raisons. Un, je trouvais que les études en médecine étaient longues. Puis moi, dans le contexte où je voulais apporter de l'aide à ma famille, c'était pas vraiment dans mes choix. Puis aussi, souvent, lorsqu'on est jeune, lorsqu'on est au cégep, au secondaire, puis qu'on parle à nos autres collègues de classe, souvent
souvent on voit la médecine comme quelque chose d'inatteignable. C'est souvent les gens vont nous dire ah ben non, oublie ça la médecine, t'as pas de vie en médecine, tu vas travailler toute ta vie, c'est impossible rentrer en médecine. On a souvent des fausses perceptions sur ce qu'est la médecine. Beaucoup de gens voient les médecins comme des gens qui travaillent sans arrêt. C'est vrai que c'est exigeant, mais il faut toujours relativiser. Puis, il y a des façons là, de pouvoir avoir un horaire équilibré. Une fois qu'on est dedans puis qu'on voit ce que c'est réellement, on est en mesure de voir que c'est pas... Il y a beaucoup de fausses croyances. Puis ces fausses croyances me faisaient beaucoup peur car je voulais faire d'autres choses de ma vie que juste mettre tous mes efforts sur le travail. Donc, ça m'avait un peu découragé. Puis pour le reste des professions, je n'avais pas pris vraiment la peine de me renseigner là. Et tu as dit quelque chose d'important et très, très pertinent, c'est-à-dire que le fait que le choix de la carrière détermine aussi finalement l'apport et l'appui qu'on doit avoir pour la famille. Et ça, c'est vraiment important. Toi, tu es plutôt parmi les aînés ou les derniers dans ton contexte familial? Je suis l'aîné, donc je suis le plus grand. Puis je viens, ma mère est monoparentale, donc mon père nous a laissés assez tôt dans ma vie. De sorte que ma mère se fiait beaucoup sur moi, comme dans notre culture, c'est beaucoup comme ça. Donc, ma mère se fiait beaucoup sur moi là, pour prendre le relais de la famille, pour pouvoir les aider. Puis moi aussi, c'était quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur, de pouvoir là, aider ma famille un jour. Et donc, ça a beaucoup influencé dans mon choix de carrière. Je me disais que en rentrant en pharmacie, ce sera 4 ans d'années d'études. Après ces 4 ans-là, je pourrais rentrer dans le marché du travail parce qu'il y a une certaine stabilité lorsqu'on décide de rentrer dans des programmes de santé. Je vais pouvoir faire un travail avec un bon équilibre de vie, où je vais pouvoir aider les gens de toute façon, pouvoir aider ma famille également. Donc, c'était parfait pour moi, cette profession-là, à ce moment-là de ma vie. Et par la suite... Donc, c'est ça. Donc, les premiers déterminants de ce choix, c'était la rencontre fortuite avec quelqu'un qui exprimait l'intérêt du métier, l'exigence ou les contraintes familiales. Et puis, finalement, un métier que tu ne voyais pas comme étant mauvais, un métier que tu avais peut-être une vision d'un métier intéressant. Et puis, finalement, tu te lances dans cette première carrière. Et qu'est-ce qui se passe? Ouais. En fait, bon, une fois que je suis rentré en pharmacie, qu'est-ce qui est intéressant de mentionner, c'est que l'année où je suis rentré en pharmacie, j'avais été également admis en médecine à l'Université de Sherbrooke. À ce moment-là de ma vie, j'avais appliqué en médecine un peu par pression des pairs. C'était ma mère qui me recommandait d'appliquer en médecine. Elle me disait, mais mets pas toutes tes chances en pharmacie, essaie d'appliquer en médecine, voir ce qu'il y en est. Puis, j'avais été pris en médecine, mais vu que toutes ces années-là, je voyais que la pharmacie. C'était mon but, c'était de rentrer en pharmacie. J'avais apprécié la pharmacie. Je me voyais être pharmacien plus tard. Et donc, lorsque j'ai eu ma réponse de médecine de l'Université de Sherbrooke, j'étais surpris. J'étais heureux d'avoir été admis. Mais je ne voulais pas aller en médecine pour les mauvaises raisons. Parce que je me disais que c'est tellement une carrière demandante, une longue carrière, beaucoup de secteurs. Faire médecine pour faire médecine. Donc, j'avais refusé ma place en médecine à Sherbrooke, malgré le fait que j'ai beaucoup hésité tout l'été, là. Ouais, c'est ça. Donc, finalement, j'ai décidé d'aller en pharmacie. Ma première année en pharmacie, honnêtement, j'ai vraiment beaucoup adoré ça. Parce que souvent, quand on est nouveau dans n'importe quelle chose dans la vie, un nouvel emploi, peu importe, on est souvent impressionné par tout ce qu'on voit et tout. Et donc, j'avais vraiment beaucoup apprécié mon année en pharmacie. On avait eu un stage en fin de première année que j'avais également beaucoup aimé. Je vous dirais que mon choix, ma réorientation de carrière est venue en deuxième année de pharmacie. On avait un stage en milieu hospitalier. Puis, moi, je l'avais fait ici à l'hôpital Sacré-Cœur où je suis actuellement en pneumologie. Puis, lors de ce stage-là, j'ai pu rencontrer plusieurs professionnels. Bon, il y avait des pharmaciens, il y avait des ergothérapeutes, des inhalothérapeutes, des pneumologues en question également. Puis, je vous dirais que c'est là où j'ai eu le coup de cœur. J'ai été impressionné, je suis tombé en amour avec ce que les médecins, les résidents, les externes faisaient comme travail. Je trouvais qu'en médecine, on pouvait avoir un impact direct auprès des patients. Quoique je respecte tous les autres professionnels et tous les professionnels ont leur part à jouer là, pour le bien des patients, mais je trouvais qu'en médecine,
on avait ce luxe d'avoir un portrait global du patient, Oui. chose qu'on n'a pas des fois en pharmacie, par exemple, et que je réalise beaucoup maintenant, maintenant que je suis en médecine et maintenant que je prodigue des soins comme externe. Je vois à quel point en médecine, on a un portrait global du patient, c'est-à-dire autant au niveau médical, au niveau médicamenteux, au niveau retour à domicile, les services du CLC, tout ça. Donc, on travaille avec plusieurs professionnels. Puis, comme médecin, on doit prendre l'information qui nous vient de tous ces professionnels-là pour apporter le meilleur là, pour nos patients. Excellent. Donc, c'est vraiment une transition qui s'est faite de façon douce, Oui, où tu as finalement switché pour la c'est ça. médecine. Et Exactement. là, actuellement, tu as le sentiment que cette transition, ce choix-là était le bon pour toi. Tout à fait. Et donc, finalement, cette réorientation te met dans une nouvelle perspective, donc être médecin. Et donc, avant d'entrer dans les détails, je vais te poser la question de est-ce que tu peux nous expliquer comment est structurée les études médicales au Québec? Okay. Comment c'est structuré? Excellent. Donc, le programme de médecine au Québec est offert par 4 facultés. Donc, il y a l'Université de Montréal, l'Université Laval, l'Université de Sherbrooke et l'Université de McGill également à Montréal. La durée du programme est de 4 à 5 ans, tout dépendamment de l'université en question. Par exemple, à Montréal, pour les étudiants qui viennent directement du cégep, c'est un programme de 5 ans. Toutefois, pour les étudiants comme moi qui ont fait un programme connexe, par exemple la pharmacie, la médecine dentaire, la physiothérapie, c'est un programme de 4 ans. C'est-à-dire qu'on est exempté de la première année qui s'agit de la pré-med. Donc, la pré-med, c'est l'année préparatoire, c'est l'année avant d'accéder au doctorat en médecine. C'est une année où l'étudiant voit un peu l'anatomie, la physiologie. Puis c'est important de faire cette année-là, je trouve, pour vraiment comprendre la base de la médecine. Ensuite, on a 2 années qui s'appellent les années du préclinique. Donc, durant les années du préclinique, on voit tous les systèmes, pas tous les systèmes parce qu'il y en a beaucoup, mais on voit plusieurs systèmes en médecine. C'est des cours qui sont organisés là, en silo, si on veut, c'est-à-dire qu'on va voir, par exemple, la pathologie, la microbiologie, l'hématologie, l'oncologie, la psychiatrie, le locomoteur, la cardiologie, la pneumologie, etc. Donc, c'est échelonné sur 2 ans. Puis, les cours, en fait, l'apprentissage de ces concepts est différent d'une université à l'autre. À Montréal, on fonctionnait avec la méthode APP. Donc, c'est une méthode intéressante où il y a plusieurs séances d'APP. Lors de la première séance d'APP, on va souvent voir un problème général, c'est-à-dire un patient qui vient parce qu'il a de la difficulté à respirer, par exemple. Puis, les étudiants sont invités à venir à donner leurs hypothèses sur ce qui pourrait expliquer pourquoi monsieur présente tel symptôme. Ensuite, on a des objectifs d'apprentissage, puis les professeurs nous donnent des ressources, donc des livres à notre disposition pour pouvoir répondre à ces objectifs d'apprentissage. Puis lors d'une autre séance, on revient sur le problème en fonction de nos objectifs d'apprentissage. Puis ça s'échelonne vraiment comme ça sur 2 ans. Donc, le APP, pour ceux qui n'ont pas eu encore, c'est apprentissage par problème. Et nous, comme tuteurs, pour les APP, on est un peu dans la salle. On a tout un rôle à jouer où on ne doit pas trop intervenir, mais en même temps guider les jeunes. Et pour nous, enseignants, c'est vraiment une façon intéressante de donner la science tout en permettant aux jeunes de s'exprimer. C'est une bonne façon d'apprendre, n'est-ce pas? Tu es d'accord avec moi? Oui, tout à fait. J'aime vraiment beaucoup cette façon de faire. Puis aussi, ça nous introduit un peu à la clinique. C'est-à-dire qu'en médecine, on voit beaucoup de concepts théoriques. On est inondé de livres, de choses à lire. Mais il faut jamais oublier qu'à la fin, c'est pour traiter des patients, c'est pour apporter des soins à des humains. Puis donc, lorsqu'on voit des problèmes de santé, un schéma narratif de maladie, puis qu'on voit la pathologie, on voit ce qu'on lit dans nos livres et tout, ça permet de faire des meilleurs liens, puis je trouve que ça favorise une meilleure rétention là, de l'information sur le long terme. Mais dans d'autres facultés de médecine, l'apprentissage se fait un peu différemment. Si je pense à Sherbrooke, c'est comme à Montréal un peu, c'est des apprentissages pas de problème, les APP. Mais disons à l'Université de McGill et à Québec, là, à l'Université de Laval, c'est beaucoup de cours magistraux. Beaucoup de cours magistraux, donc mais c'est quelque chose auquel vous devez penser également là, lorsque vous allez appliquer en médecine.
quelle méthode pourrait vous fitter le mieux. Ensuite, durant ces 2 années du préclinique, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois par semaine, on se rend en milieu hospitalier où on a des séances de 3 heures avec un tuteur également et où on pratique le questionnaire, ce qu'on dit l'anamnèse, donc le questionnaire médical, comment on interroge un patient. On pratique également les techniques d'examen physique parce qu'une fois plus tard, comme médecin, on va être invité là, à devoir questionner, examiner des malades. Et donc, on est initié à ça par des examens physiques. Avec le tuteur, à la lumière du questionnaire, puis de l'examen physique qu'on a, souvent, on doit élaborer des hypothèses diagnostiques, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on pense qui est le problème du patient qu'on a rencontré. Puis, souvent, on a quelques mots sur les traitements, comment on prendrait en charge ce patient, quel tests on lui ferait, est-ce qu'on lui ferait des prises de sang, est-ce qu'on lui ferait des imageries et tout. Donc, c'est une activité qui est très appréciée des étudiants et qui permet une transition là, vers la clinique, vers l'externat éventuellement. Ensuite, après avoir complété là, ces 2 années du préclinique, on rentre dans la phase de l'externat. Donc, l'externat, c'est 72 semaines de stage avec plusieurs stages obligatoires, c'est-à-dire des stages que vous allez faire dans plusieurs disciplines, disons en médecine familiale, en chirurgie, en médecine interne, en pédiatrie, en ophtalmologie, etc. Donc, on a plusieurs stages obligatoires à faire. Mais on a également des stages là, optionnels. Donc, on a 20 semaines de stages optionnels qu'on peut faire dans les disciplines de nos choix selon nos choix de carrière futurs. Par exemple, moi, j'ai fait des stages en cardiologie, en néphrologie, et je compte en faire d'autres dans d'autres sous-spécialités de la médecine interne, car c'est un domaine qui m'intéresse en choix. Ensuite, lorsqu'on est dans la phase de l'externat, à la dernière année d'externat, on applique en résidence. Parce que ce qui est important de comprendre et ce que beaucoup des fois confondent, plusieurs pensent qu'après 5 ans de médecine, on est médecin généraliste. Or, ce n'est pas le cas. Donc, après 5 ans, 4 à 5 ans de médecine, tout dépendamment, on ne peut pas pratiquer la médecine comme patron. Donc, on est considéré résident. Donc, on doit appliquer au CARMS. Le CARMS, c'est C-A-R-M-S, ça veut dire le Canadian Residency Matching Service. Donc, on applique dans des programmes de résidence. Admettons que ça vous tente de devenir pédiatre comme Dr. Jean-Chou. Donc, vous appliquez en pédiatrie à l'Université de Montréal. Par la suite, tout dépendamment, en fonction de votre dossier, c'est-à-dire vos évaluations de stage, votre implication, vos activités parascolaires, l'entrevue en choix, vous êtes soit pris ou pas pris au programme de résidence. Donc, ensuite, la résidence, les programmes de résidence varient tout dépendamment. La médecine familiale, c'est 2 années de formation de résidence. Dans les spécialités, ça peut être un peu plus long. Par exemple, la pédiatrie, c'est souvent un minimum de 4 ans de formation. Ensuite, si on veut faire la gastroentérologie pédiatrique, bon, la formation peut être étalée un peu plus. C'est ça, il peut y avoir des années supplémentaires au-delà de la gastro générale ou de la pédiatrie générale. Exactement. Puis encore plus loin, si on désire vouloir travailler dans des centres universitaires, souvent on doit faire des années de formation supplémentaires qu'on appelle les années de fellow, qui peut être là de 1 à 3 ans, tout dépendamment des besoins du centre en question qui veulent vous accueillir. Donc, c'est un long parcours, mais c'est un parcours en même temps qui passe vite lorsqu'on est bien entouré, etc. Tout à fait. Donc, l'élément important, c'est justement de savoir que ça va être long, ça va être intense et c'est au cours du parcours qu'on va finalement décider quelle spécialité ou quel domaine on peut avoir à choisir selon ses envies, mais aussi selon les besoins locaux. Oui, tout à fait. Donc, c'est tout un défi. C'est important. En fait, je pense qu'en rentrant en médecine, on ne s'en rend pas compte, mais rapidement, on se rend compte que c'est une grande décision qu'on aura à prendre là, au cours des prochaines années. C'est une décision qui va influencer notre vie, notre carrière professionnelle. C'est important de faire un choix éclairé. C'est important d'aller dans ce qu'on aime également, car plus on aime la chose, plus on est investi auprès de nos patients, puis plus les soins qu'on apporte à nos patients seront de bonne qualité. Alors, vu que justement le parcours est long, tout le long du parcours, il y a la vie médicale,
mais il y a aussi finalement les aptitudes qu'on doit développer pour atteindre finalement un objectif de carrière. Et ces aptitudes sont multiples. Je vais te poser la question, c'est quoi être étudiant en médecine? Est-ce que c'est facile, c'est difficile? C'est quoi la vie d'un étudiant en médecine au Québec? Euh, En fait, c'est sûr que je vous dirais qu'à prime abord, je vous mentirais pas que c'est demandant. Une fois que tu rentres en médecine, c'est quand même quelque chose de demandant car, bon, comme vous en doutez probablement, il y a beaucoup de concepts à apprendre et ce, dans des laps de temps qui sont assez écourtés. Si on pense au fait, comme je vous ai mentionné, que on a 2 ans là, pour voir quasiment toutes les cours système, c'est souvent un temps qui est quand même court pour pouvoir voir toutes les pathologies, voir tous les signes et symptômes, les façons de diagnostiquer les maladies. Donc, je voudrais que c'est quand même dur, mais en même temps, dites-vous qu'on est dans une classe où on est plusieurs étudiants. Rapidement, on se fait un cercle d'amis. Donc, on s'entraide entre nous, on se pose des questions. Si quelqu'un a des difficultés, ben, on est là pour nos collègues de classe. Donc, en fin de compte, on se rend compte que c'est pas tant difficile que soi. Puis, moi, là, un de mes principes, c'est lorsque je rencontre des moments difficiles, je me questionne toujours qu'est-ce qui m'a poussé à vouloir faire ça. C'était quoi mes motivations à la base? Puis ça, souvent, ça nous aide là, à voir à aller de l'avant. Lorsqu'on se rappelle de pourquoi on veut faire ça, qu'est-ce qui va nous attendre plus tard, c'est quoi le but de faire tout ça? Parce que qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, il y a beaucoup de concepts à apprendre, ça peut être difficile, mais c'est normal. À la fin, on va prendre soin d'humain, on aura la vie d'humain entre nos mains, donc c'est important de bien maîtriser là, nos concepts pour pouvoir bien les appliquer, car c'est des grandes décisions dont on devra prendre plus tard lorsqu'on sera patron. Donc, moi, en tenant compte de tout ça, je vous dirais que ça facilite de beaucoup le parcours, puis ça rend le tout beaucoup plus agréable. C'est aussi très intéressant. Donc, malgré que c'est beaucoup de matière et tout, on aime ça, puis c'est plaisant à apprendre. Donc, c'est ça, les différentes étapes dont on a parlé. Donc, le pré-med, le pré-clinique, l'externat, la résidence ont chacun leurs défis et leurs enjeux. Tout à fait. Qu'est-ce qui est le plus difficile? Est-ce que c'est comparable? Est-ce que, Euh, selon toi? en, En fait, moi, je vous dirais, je trouve que d'un étudiant à l'autre, ça peut beaucoup moduler la difficulté. Personnellement, moi, j'ai trouvé le préclinique plus difficile que l'externat. Au préclinique à Montréal, l'apprentissage par problème fait en sorte que l'étudiant est beaucoup autonome dans sa façon d'étudier. C'est-à-dire qu'on vous donne des objectifs d'apprentissage, mais on ne vous dit pas jusqu'à où arrêter. Puis moi, étant quelqu'un de très curieux, au préclinique, c'était souvent difficile pour moi de savoir où m'arrêter dans mes lectures. Est-ce que ça, c'est à savoir? Est-ce que ça, c'est pas à savoir et tout. Et donc, je dirais que mon préclinique, je me suis beaucoup investi, j'ai vraiment beaucoup travaillé, j'ai beaucoup étudié durant ces 2 années, de sorte que lorsque je suis arrivé à l'externat, il y avait beaucoup de concepts que j'avais très bien intégrés au préclinique, de sorte que lorsque j'arrivais en clinique, j'étudiais pas beaucoup. Tu sais, je lisais plus sur les cas que je voyais. Donc, moi, j'ai trouvé le préclinique un peu plus difficile que l'externat. L'externat, je trouve que c'est moins difficile parce que, bon, on n'a pas comme d'examen ou de deadline, de devoir à faire ou quoi que ce soit. Donc, ça rend vraiment le tout plus agréable. Tu te présentes à ta journée, tu rencontres des patients. Le soir, tu n'étudies pas beaucoup. Des fois, tu lis sur tes cas que tu as vus en journée juste parce que ça t'intéresse, juste parce que demain, tu dois faire le suivi de telle affaire. C'est Donc, vraiment du concret, quoi. C'est la oui, mise en pratique. exactement, exactement, exactement. Le fait que c'est plus concret, même tu es plus motivé à lire, plus motivé à en apprendre parce que tu sais que bon, c'est pour ton patient que tu suis, versus être au préclinique puis lire beaucoup, beaucoup de matière qui, somme toute, est très important et très pertinent. Mais le fait qu'on voit des patients, qu'on voit vraiment les répercussions également de notre prise de décision, là, bien évidemment avec le patron et les résidents qui nous supervisent, mais ça rend le tout là, vraiment très intéressant. À la résidence, c'est une autre difficulté qu'on rencontre parce que, bon, à la résidence, on devient médecin, on a un numéro de pratique, on a un numéro de licence, et donc on a une certaine responsabilité. Donc, je vous dirais que les résidents que je rencontre puis que je côtoie trouvent le switch de l'externat à la résidence un peu difficile.
car bon, ils ont plus de responsabilités. Souvent, il y a les gardes qui rentrent en compte, qu'on a à l'externat, mais qui sont moins intenses là, qu'à la résidence, les appels la nuit, etc. Donc, il y a d'autres difficultés qui rentrent en compte. Puis encore, il faut toujours se rappeler qu'en médecine, c'est toujours une question de transition. Donc, être résident 1, c'est souvent difficile parce que, bon, on passe de l'externe qui avait peu ou pas de responsabilité au résident. Mais une fois qu'on fait nos gardes, qu'on voit des cas, c'est à force de voir des cas, à force de se pratiquer, à force de faire des erreurs, d'être exposé exactement, que éventuellement, là, résident 2, résident 3, ils sont beaucoup plus à l'aise. Puis, c'est ça. Il y a toujours les patrons qui sont derrière, l'accompagnement. Tout à fait. On parle vraiment d'un métier où il y a ce compagnonnage avec les médecins seniors et parfois même les résidents juniors et les résidents seniors qui travaillent main dans la main. Donc, il y a Aguer Namli qui demande si une place en résidence est garantie pour tous les étudiants du programme. En fait, une place, ça c'est une bonne question. En fait, une place en résidence n'est pas garantie pour tous les étudiants. C'est-à-dire que les postes en résidence sont assez limités, de sorte que, grosso modo, là, sur une promotion, disons, de 300 étudiants, il y a environ 50 à 55%, je dis ça, peut-être que je me trompe là, mais 50 à 55% des étudiants vont finir en médecine familiale et l'autre 45% environ vont finir en médecine de spécialité. Donc, tout dépendamment d'une cohorte à l'autre, ça change beaucoup. Il y a des cohortes, des fois, où il y a beaucoup d'étudiants qui veulent aller en médecine familiale. D'autres cohortes où beaucoup d'étudiants vont aller en spécialité. Par exemple, dans ma promotion, beaucoup veulent faire de la pédiatrie. Or, en pédiatrie, il n'y a pas beaucoup de place. Donc, ça dépend beaucoup des étudiants. Il y a certains étudiants qui vont juste vouloir rentrer en pédiatrie. Donc, des fois, ces gens-là, malheureusement, en raison du fait que, c'est pas qu'ils ne sont pas de bons candidats, mais en raison du fait que les nombres de places en résidence sont limités, vont souvent ne pas match. Donc, vont souvent se retrouver sans programme de résidence. Certains vont décider de réappliquer l'année prochaine en faisant des fois d'autres choses, par exemple de la maîtrise, ou certains vont décider de se réorienter vers une autre branche, par exemple la médecine familiale. Donc, il n'y a pas de poste garanti à la fin, mais la plupart du temps, les étudiants matchent dans un programme. Des fois, ce n'est pas leur premier choix, mais ça reste que c'est peut-être leur deuxième choix, leur troisième choix. Donc, ça peut changer là. Exact. Donc, c'est important, effectivement, de se dire qu'il y a de la conjonction entre ce qu'on veut et les besoins. Parce qu'en spécialité, parfois, il y a des cartes de stage qui sont dépendants un peu des besoins locaux. Si dans une période, on sait par exemple qu'il manque des cardiologues, il peut y avoir des cartes de stage ouvertes. Donc, si on tombe dans une période où il y a un besoin beaucoup plus important et c'est que les autres veulent faire aussi de la promotion, ces facteurs-là jouent beaucoup. Tout à fait, surtout de nos jours. Il y avait aussi Lionel qui parlait de, finalement, on a beaucoup parlé de ceux qui font la médecine étant formés au Québec, ayant commencé au Québec, comme toi, avec le cégep, etc. Il y a aussi ceux qui peuvent intégrer la médecine après avoir fait une maîtrise, que ce soit en ergothérapie, que ce soit en infirmerie ou d'autres disciplines, hein, même la musique, on peut finalement décider que c'est la médecine qui intéresse. Et puis, il y a ce troisième groupe de population, de personnes qui ont fait leur médecine ailleurs et qui veulent revenir au Québec intégrer. Et est-ce que par rapport à ce groupe, tu as des éléments de réponse à la question de Lionel? Comment est-ce que ces personnes peuvent arriver au Québec? Est-ce qu'il y a des options lorsqu'on a été formé ailleurs? En fait, c'est une excellente question. Et je pense que, en fait, c'est possible. Je ne dirais pas que c'est pas possible, car j'ai moi-même rencontré quelques médecins, en fait, qui avaient une formation au pays, par exemple. J'ai rencontré une gynécologue obstétricienne qui est camerounaise, qui avait fait sa formation au Cameroun et qui a été en mesure de pouvoir venir ici. Ça n'a pas été facile, mais c'est toute une question de détermination, une question de persévérance et de démontrer ses compétences. Donc, ce médecin en question dont je vous parle, s'était un peu découragée, c'est-à-dire qu'elle était gynécologue obstétricienne là-bas, mais vu qu'elle entendait beaucoup
que c'était difficile de pouvoir refaire une spécialité une fois ici, elle était d'emblée allée en médecine familiale. Mais c'est ses précepteurs en médecine familiale qui la trouvaient très bonne, très compétente en gynéco-obstétrique et qui l'ont invitée à appliquer là, dans ce programme-là. Puis finalement, elle a été prise. Donc, je pense que lorsqu'on est en mesure, c'est sûr que c'est pas facile. Je vous dirais que la très grande majorité des histoires que j'ai entendues, c'est souvent des gens qui doivent, comme Dr. Jean-Chou le disait, fitter selon les besoins. Donc ici au Québec, on a beaucoup de besoins en médecine familiale, de sorte que les candidats qui sont souvent formés à l'extérieur, une très grande partie de ces gens-là font de la médecine familiale pour combler les besoins qu'on a au Québec, mais ça ne change rien au fait que je pense que si on est un bon candidat, s'il y a des besoins également, il y a toujours possibilité de pouvoir rentrer en spécialité. Mais je vous dirais que je ne suis peut-être pas l'expert, donc peut-être, Dr. Jean-Chou, je ne sais pas votre... Effectivement, c'est tout un domaine qui est important par rapport à ceux formés ailleurs qui doivent faire et remplir des exigences qui sont différentes de ceux qui sont formés au Québec depuis le cégep, etc. Et je pense que ça peut être un thème vraiment qu'on pourra creuser en détail sur les étapes qui sont différentes des étapes que tu as décrites. Tout à fait. On va vraiment le garder comme un thème à développer. Non, ce serait vraiment très pertinent. Je pourrais même peut-être relancer la gynécologue obstétricienne en question. Exactement. C'est souvent une question qui est posée et je pense qu'il mériterait qu'on adresse là, pour plusieurs bons candidats à l'extérieur. Puis même souvent, il y a beaucoup de candidats qui sont formés à l'extérieur et que je trouve ils sont autant bons, ils ont une expertise particulière. Tu sais, j'ai rencontré beaucoup de fellows, par exemple, en cardiologie, qui étaient formés en France, par exemple, et qui avaient une formation également très bonne et qui feraient de très bons cardiologues s'ils étaient ici. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de candidats de l'extérieur du Québec qui pourraient autant fitter que nous qui sont formés ici. C'est juste là de voir là, les obstacles ou du moins le processus qui est en effet très différent d'ici. C'est ça, parce que pour clôturer justement sur ce thème, une des choses à savoir, c'est que même localement, il y a des résidents formés qui parfois n'ont pas de poste. Je vois dans la spécialité qui est la mienne, il y a certains résidents qui auraient bien voulu être gastropédiatres, mais le momentum a fait qu'au moment où elles ont terminé leur formation, il n'y avait pas de poste à ce moment-là. Donc, c'est une conjonction de beaucoup de phénomènes et c'est sûr que il faut être prêt aussi à bouger, accepter d'aller en région ou aller un peu loin. Donc ça, ce sont des éléments importants. Tout à fait, Il y avait une autre question pour clôturer cette première partie de l'entretien qui est un peu sur ce que tu as déjà développé. C'est Boris qui veut suivre le même parcours que toi. Il a fait la pharmacie. Il a le goût. Tu viens d'inspirer un jeune de quitter et faire la médecine. Bravo. Bravo, mais félicitations pour ton admission, Boris. Écoute, pour le switch de pharmacie en médecine, c'est possible, c'est possible. C'est juste qu'en pharmacie, à l'UDM, c'est quand même un programme très contingenté. Tu sais, félicitations d'avoir été admis en pharmacie, mais tu vas aussi être dans une promotion de 200 étudiants tout aussi performants. Et donc, des fois, c'est possible de pouvoir faire le changement. Il y en a plusieurs qui ont fait après une année là, de pharmacie. Donc, je pense que c'est très possible. Il va falloir juste bien travailler, bien organiser ton temps d'études, mais c'est quelque chose de très possible à faire. Genre, je connais plusieurs étudiants avec moi qui ont fait leur première année. Il y en a peut-être 3-4 et qui ont décidé par la suite de faire leur médecine. Donc, lâche pas, étudie bien. Si jamais tu as des questions, je vais laisser mon courriel à la fin pour les gens qui auront des questions là, plus personnelles. Mais ça me fera vraiment plaisir là, de t'épauler, de t'aider à réaliser ton rêve de devenir médecin. Parfait. Donc, excellent. Donc, ça, c'était la première partie de l'entretien. On va maintenant parler un peu dans la deuxième partie de comment on arrive à s'intégrer quand on est différent de ses pairs. On nous appelle les minorités visibles au Québec. Toi, tu es sûrement une minorité
double minorité. Pourquoi j'ai dit double? Tu le comprends bien. Hein. Tu es minorité par la couleur de la peau, mais aussi minorité par le genre. Oui, tout à fait. Peux-tu nous dire à peu près les ratios actuels en médecine, garçon, fille? On est à combien à peu près En fait, il y a toujours eu plus de filles en médecine que d'hommes. Le ratio, c'est environ pour trois candidats, deux seront des femmes. Donc, 2 tiers des étudiants en médecine sont des femmes, un tiers sont des hommes. Euh, Exact. ouais, c'est ça. Pour ce qui est de la minorité visible, comme Dr. Jean-Chou l'a dit, nous, dans notre promotion à l'UDM, on est environ 300 étudiants. Sur ces 300 étudiants, nous sommes 2 Noirs. Donc, il y a moi et il y a Samantha également. Samantha est d'ailleurs là la présidente du QBMA, c'est le Québec Black Medical Association que je vous invite à follower là sur Facebook car il y a beaucoup d'événements là pour les gens de notre communauté qui désirent rentrer en médecine ou dans tous autres programmes de santé là. Donc je vous invite à follower ça. Donc on est vraiment une minorité visible. Au début, c'est sûr que pas que c'est intimidant, mais bon, on sent que bon, on est en minorité visible. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits de la part de la faculté de médecine là, pour ouvrir des postes aux gens de notre communauté. Il y a par exemple le docteur Leduc là, qui travaille entre autres à ça, là, à ouvrir plus de postes pour les étudiants de notre communauté. Donc ça, je pense que ça peut être intéressant. Sinon, c'est sûr que lorsqu'on arrive dans ce programme-là, bon, on sait que pas malheureusement, mais c'est une réalité qu'une bonne partie des étudiants en médecine sont. Il y a d'ailleurs des statistiques là, à cet effet-là, viennent de milieux plus aisés, ont souvent des parents qui sont médecins, mais il ne faut pas se laisser intimider par ça. C'est une réalité, il y a des statistiques à cet effet-là. Puis, il y a également des moyens de la faculté là, pour essayer de rendre ça le plus équitable, là, si on veut, pour tout le monde. Donc oui, on rencontre des cultures. Je pense juste que c'est important de toujours faire la distinction là, entre le milieu professionnel, le milieu personnel. C'est important. Moi, ce que je fais souvent lorsque je rencontre bon, des gens qui ont des cultures différentes de moi, ben, c'est de présenter ma culture, leur inviter à des événements qui sont plus propres à ma culture, me renseigner également sur leur culture, puis aussi toujours respecter la culture des autres, respecter la religion des autres. Et en médecine, souvent, bon, moi, non seulement je suis une minorité visible, mais je suis également je suis également musulman, donc il y a plusieurs activités que des fois on organise en médecine auxquelles je ne participe pas nécessairement. Par exemple, les parties où les étudiants prennent souvent beaucoup d'alcool et tout ça. Moi, par choix personnel, des fois, je ne vais pas nécessairement à ces activités-là, mais je tente de choisir des activités où je vais pouvoir respecter mes principes religieux tout en ayant du fun avec eux. Là. Donc, oui, parce que c'est aussi ça, finalement, la vie d'étudiant. C'est étudiant en médecine, c'est les gardes, c'est les cours à la fac, les APP, mais c'est aussi finalement la vie d'un étudiant au même titre que d'autres. Le côté social est important et l'intégration sociale avec ses pairs peut parfois avoir des petits éléments de discordance, mais il faut malgré tout rester au sein du groupe et puis partager nos cultures, nos valeurs et savoir défendre nos opinions, nos positions. Tout à fait. Et dans l'hôpital, est-ce que cet aspect de minorité apparaît par rapport aux patients, aux malades Oui. Souvent, il arrive parfois vous savez, vu qu'on est une minorité visible, souvent, pas souvent, mais ça arrive parfois qu'ils sont surpris. C'est pas inhabituel pour moi d'aller interroger un patient et qu'il s'étonne de voir que je fais partie du corps médical. Ou même des fois les collègues, les infirmières ou peu importe, peuvent des fois là, se montrer surprises que vous êtes dans le milieu médical. Au début, bon, c'était quelque chose que je trouvais et que je trouve des fois un peu désagréable car ça sous-entend que un homme noir comme toi je suis surpris qu'un homme noir comme toi soit en médecine. Donc, mais je pense que c'est un peu plate que ça soit comme ça, mais en même temps, on est tellement peu que les gens sont un peu surpris de nous voir en clinique et tout.
C'est ça finalement aussi le sens de ce projet Inspire, c'est ce que j'appelais justement éclairer ceux qui ont ce parcours comme le tien, comme le mien ou d'autres encore. Hein. Tu as parlé de ta collègue qui est justement présidente de l'association médicale des personnes noires au Québec, qui Mhm, vont donner cette vision à tous ces jeunes qui auraient même pas du tout imaginé ou pensé qu'ils mhm. pouvaient être capables parce que c'est pas forcément aisé de l'entourage familial de trouver des personnes qui ont fait ce chemin. Tout à fait. Donc, Tout à fait. Puis c'est moi, fondamental. j'en suis le parfait exemple. Vous savez, lorsque j'étais à mes débuts là au cégep, puis même en début d'université, jamais je m'imaginais pouvoir être médecin. Je me disais comment un homme comme moi qui vient d'un quartier comme Côte-des-Neiges, qui n'a personne Mhm. pour lui servir de mentor, comment pourrais-je Mhm. imaginer un jour être médecin? Puis, je Mhm. pense que c'est important malgré le fait qu'on est une minorité visible, de toujours se faire confiance. Si Mhm. les autres ont pu le faire, on peut le faire autant. C'est juste Mhm. important de faire preuve de persévérance, puis d'aller de l'avant, ne pas hésiter. Également, c'est important aussi là, de toujours essayer de se renseigner autour des gens. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont autour de nous, qui ont passé par là. Je pense même à moi qui avait même contacté le docteur John Chu, là, il y a quelques temps. Je me souviens d'ailleurs, et c'est une démarche que j'avais beaucoup appréciée parce que c'est ça qui manque souvent aux jeunes, c'est d'oser frapper à la porte des aînés parce que les aînés ont d'autres choses à penser. Peut-être qu'ils n'ont pas forcément vu qu'il y avait des jeunes qui étaient en demande, mais le fait que tu as osé, je me rappelle de quand on s'est retrouvé dans le bureau ici, tu me parlais de tes perspectives de carrière et ça, c'est une démarche vraiment à encourager. Tout à Je fait. pense que c'est C'est vraiment fondamental. fructueux comme rencontre car lorsqu'on est en début de parcours, on ne sait pas dans quoi on s'embarque, on ne sait pas c'est quoi la réalité, on entend des rumeurs par-ci, des rumeurs par-là. Puis c'est important de Mhm. vraiment parler à des gens qui vont nous aider là, à mettre au clair ces rumeurs-là. Euh, Mhm. Puis nous conseiller sur quoi faire, souvent les aînés sont arrivés là, mais souvent pour arriver là, ils ont eu des obstacles, donc nous aider à mieux cheminer là, vers ce but. Exactement. Et quand tu parlais tout à l'heure de mentor, c'est vraiment important parce que tu l'as mentionné. Est-ce que dans ton parcours, tu as eu des mentors? Est-ce que c'est quelque chose qui t'aurait aidé? Malheureusement, moi, dans mon parcours, je n'ai pas eu de mentor, à part bon, mon ami au cégep qui m'avait un peu guidé, conseillé par rapport à mes choix de carrière. Mais mis à part ça, je n'avais pas eu à proprement dire un mentor. Puis honnêtement, j'aurais vraiment apprécié avoir un mentor un peu plus tôt dans mon processus. Car Mhm. à Mhm. la base, je n'ai jamais anticipé faire la médecine car j'avais eu beaucoup de fausses idées sur ce que Mhm. constituait la médecine. Et si j'aurais eu un mentor qui m'aurait Mhm. éclairci, qui m'aurait expliqué c'est quoi la médecine en réalité, peut-être que j'aurais anticipé cette carrière-là beaucoup plus tôt dans mon processus. Euh, Quoique je ne regrette pas d'avoir fait la pharmacie, car la pharmacie m'a apporté beaucoup en termes de maturité, en termes de connaissances. Euh, au niveau financier, etc. Donc, j'ai eu beaucoup d'avantages. Je sens que je ne regrette pas mon parcours, mais si Mhm. j'aurais eu quelqu'un qui m'aurait épaulé, c'est sûr que ça m'aurait beaucoup aidé. Puis, Mhm. en parlant de ça, lorsqu'on considère le fait qu'une bonne partie des étudiants en médecine, une bonne partie de mes collègues viennent de familles aisées, souvent sont des fils ou petits-fils même de médecins, ça Ouais, nous en dit long sur le mentorat. Souvent, c'est des exact. gens qui sont arrivés là, pas parce que oui, ils se sont forcés car il faut se forcer pour arriver là et c'est beaucoup de travail, etc. Mais souvent, c'est quand ton père est médecin, Mhm. il peut te donner des ressources, il peut te conseiller, il peut t'apporter beaucoup, il peut t'apporter beaucoup Mhm. pour t'aider à atteindre tes buts. Donc, Mhm. même si vous n'avez pas de père, d'oncle, tante, médecin, frappez à la porte des Mhm. gens. N'hésitez pas, les gens vont vous Mhm. accueillir les bras ouverts car moi, lorsqu'un jeune vient me voir, puis beaucoup viennent me voir pour des questions de parcours, ça me fait toujours plaisir de les aider. Mhm. Et je vais tout faire ce que je peux pour pouvoir les aider, car la réussite, c'est beau, c'est valorisant, Mhm. c'est gratifiant. Et Ouais. c'est ça.
Ouais, donc c'est vraiment la question de mentorat qu'on veut aider les jeunes, non seulement sur ce que tu as mentionné à juste titre, leur donner les chemins et les outils les plus faciles, mais aussi finalement leur permettre d'être exposés. J'en ai reçu, par exemple, depuis mon installation ici au Québec, plusieurs Mhm. jeunes pour passer une journée avec moi dans le cadre de stages d'observation, le programme SEUR, par exemple. Mhm. Et j'ai été fasciné de voir comment certains avaient jamais vu la vie d'un médecin, c'est quoi exactement. Mhm. Et le projet Inspire qu'on a mis sur pied, ça intègre ce volet de vie ma vie qui est important, de voir le professionnel de différents métiers dans leur vrai environnement. Ça intègre le volet de mentorat de type multiforme Mhm. avec des experts de différents domaines et ça intègre aussi finalement la notion de trucs et astuces, de choses qui ont échoué pour Mhm. certains, mais qui Mhm. permettront, en ayant fait le chemin de revisiter un échec pour Tout à aller fait. plus loin, plus haut. Parce que ce qu'on veut, c'est que tous ces jeunes comme vous qui êtes talentueux, c'est que vous puissiez arriver le plus haut. Ouais. Une des choses, par exemple, on n'aura pas le temps d'entrer en détail dans cette conférence, mais Mhm. c'est finalement des outils qui permettent de discriminer. Vous êtes tous bons en médecine. Mhm. On sait que la plupart des étudiants, mais il y a des choses qui permettent de discriminer Mhm. lors des sélections. Tout à Tout à l'heure, on fait. parlait des choix de résidence. Tout à On fait. sait que, par exemple, le bénévolat de nos jours, ce n'est plus un outil discriminant, mais on sait qu'il y a certaines choses qui sont beaucoup plus discriminantes. On pourra rentrer en détail dans d'autres lives. Et toutes ces choses, c'est la connaissance, parce que Mhm. la connaissance est la clé Mhm. et c'est important de pouvoir justement euh, faire passer ce message-là de la connaissance. Tout à Donc, fait. si justement, un jeune vient vers toi, un jeune de 14 ans Mhm. qui n'a pas de parents médecins, dans sa famille, les gens sont dans des domaines complètement loin de la santé Mhm. et il veut s'intéresser à la médecine. Quels conseils tu lui donnerais? C'est une bonne question. Je dirais à ce jeune, à prime abord, de se renseigner sur ce qu'est la médecine. Car Mhm. il y a beaucoup d'avantages à devenir médecin, mais ce n'est pas tout le monde, c'est pas tout le monde qui, je vais reformuler ma réponse différemment. En fait, moi, je dirais aux jeunes en question de vraiment se renseigner sur la médecine, c'est-à-dire ses avantages, ses inconvénients, le mode de vie, voir ce qui l'intéresse réellement, parce que beaucoup, ça c'est un autre chapitre, mais il y a beaucoup de gens qui rentrent en médecine sans y penser vraiment. Il y en a que ça ne les passionne pas nécessairement, puis des fois, on le voit en pratique, c'est souvent des gens euh, qui vont... qui peuvent des fois se comporter différemment là, en pratique clinique. Donc, toujours, la première chose, c'est vraiment s'assurer qu'on aime le métier, que ça nous intéresse, qu'on va vraiment être passionné là-dedans. Je dirais aussi également aux jeunes de s'investir tôt dans ces études, c'est-à-dire prendre très au sérieux là, les études au secondaire, au cégep, demeurer curieux, poser des questions, avoir une bonne organisation de son temps, bien réussir à l'école, car veut pas, le processus de sélection est en grande partie basé là, sur les notes qu'on a. Donc, c'est sûr qu'il y a aussi la partie toute suggestive, il y a l'entrevue et tout, mais juste pour avoir accès à l'entrevue, il y a les notes. Donc, c'est important là, de bien s'investir De là-dedans. bâtir son dossier, quoi, C'est ça. constituer un bon dossier scolaire. Parce qu'il Exactement. n'y a rien de plus discriminant que de ne pas être à la hauteur des attentes de base, même avant d'arriver au À stade de l'entrevue. l'entretien. Tout à fait. L'autre chose également, c'est que de plus en plus, on développe là, des programmes pour organiser des journées d'observation, comme vous parlez tout à l'heure. Il y a le QBMA, l'association dont je vous parlais tout à l'heure, également va en ce sens-là, peut organiser des journées d'observation pour les candidats qui sont intéressés. Donc, profitez de ces occasions-là pour écrire à des gens, écrire à des médecins dans le domaine. C'est pas nécessairement un médecin qui vient de votre de culture, ça peut être n'importe quel médecin que vous écrivez. Il y a même le projet académique qui se donne au CHUM où on prend des étudiants, je pense, du secondaire. Là. Et donc, profitez de ces occasions-là pour vraiment être et avoir une immersion dans le domaine, voir si c'est ce qui pourrait vous plaire. Donc, ayez le cœur net que vous voulez faire ça. Une fois arrivé là, vous allez avoir
de quoi vous motiver à rentrer là-dedans, puis par la suite, c'est facile. Une fois qu'on sait ce qu'on veut dans la vie et qu'on est motivé pour y arriver, il n'y a plus rien qui peut nous arrêter. C'est juste de vraiment persévérer, travailler fort, demander conseil, puis tout va aller bien. Et comme dit Rodrigue, qui est en ligne, qui dit la volonté ne suffit pas parce que le parcours est long. Et c'est important cette persévérance que tu as mentionnée. Hein. Je le dis souvent que pour atteindre ses ambitions, il faut être passionné, il faut avoir de l'ambition et il faut être persévérant. Et en médecine, c'est de longues années de sacrifice, c'est des longs parcours. Et il ne faut pas oublier aussi la vie familiale. Et c'est la question aussi de Lionel qui demande comment réussir à concilier la vie familiale et la vie professionnelle. Ouais. Quel est le secret? C'est quelque chose de très difficile à faire et même moi, je vous dirais qu'en cours de parcours au début, ma vie personnelle était beaucoup empiétée. C'est quelque chose auquel j'ai beaucoup travaillé là, au cours des dernières années afin d'avoir un meilleur équilibre de vie parce que moi, non seulement je fais la médecine, mais je travaille toujours en pharmacie, donc à temps partiel comme pharmacien. Il y a également la vie familiale avec les amis, la copine, etc. Donc, il faut concilier. Donc, la clé pour ça, c'est l'organisation de son temps. C'est important de pouvoir bien organiser son temps, faire à la limite même, vous avoir un agenda où vous mettez de lundi, de telle heure à telle heure, je consacre pour faire mon étude je ne sais pas, pour mon examen de gastro, par exemple, en après-midi, je passe un peu de temps avec la famille, je vais voir tel ami, je vais voir ma copine. Donc, c'est vraiment juste l'organisation de son temps, être organisé. Puis lorsqu'on a des plages de temps, vraiment s'y donner à fond, là, afin de vraiment faire le plus qu'on peut dans ces plages horaires-là. Toujours, c'est important aussi. L'équilibre de vie est très important car si on fait qu'une chose, à un moment donné, bon, on peut avoir un certain épuisement professionnel. Puis, veut pas, en médecine, on s'épuise à un moment donné car c'est beaucoup d'études, les gardes. Dans chaque processus de la médecine, c'est très exigeant, autant à l'externat, à la résidence et tout. Puis, c'est important d'avoir un filet de sécurité si on veut, quelque chose sur lequel on pourra s'investir autre que ça. Donc, je vous dirais que ça, comment concilier, c'est vraiment avec une bonne organisation de son temps. Ça prend aussi des gens autour de nous qui sont compréhensifs. Puis ça, c'est important. C'est important que la famille, que les amis, que votre copine, votre copain, etc., comprennent votre réalité. Puis ça rend le tout là, beaucoup plus facile, beaucoup plus fluide, puis beaucoup plus agréable pour tout le monde. Prendre le temps de pratiquer ses loisirs, c'est important. Hein. C'est quoi tes loisirs? Partage-nous. Mes loisirs, moi, j'aime bien jouer au basketball, faire du vélo de temps à autre. J'aime beaucoup aussi sortir là, avec ma copine, mes amis, aller au restaurant, faire des sports de temps à autre. Donc, c'est ça surtout mes loisirs, là, je vous dirais. Superbe. C'est vraiment génial. On arrive vers la fin. Hein. On a fait 1 heure de discussion à bâton rompu et c'est fascinant. Je pense que ton parcours va être inspirant pour beaucoup de jeunes. Et je remercie tous ceux qui étaient en ligne, qui ont posé des questions, d'autres qui ont écouté sagement, partagé le live. Je salue beaucoup de ceux qui, notamment Abou, qui était avec nous, qui est aussi du Sénégal. Abouba, ouais, il a fait un fellowship ici avec nous et on est très heureux de le voir en ligne. Et c'est quelqu'un qui fait de la gastropédiatrie au Sénégal, à Dakar. Oui, exactement. Donc, je pense que cette activité du projet Inspire est vouée à donner aux jeunes beaucoup d'outils et on va partager, même ceux qui n'ont pas pu assister pourront revoir la vidéo. Et je te remercie une fois encore beaucoup, Pape Mamadou Sene. Ça fait plus que plaisir. Merci beaucoup, merci. Et on va rester en contact. Toutes les informations, des liens qui ont été mentionnés, on va les poster dans les commentaires du live. Et puis, le projet Inspire, je remets le lien pour ceux qui n'ont pas eu encore à s'inscrire. Il est ouvert. On demande aux jeunes qui ont entre 14 et 22 ans, qui sont ici au Québec, de se joindre au projet parce qu'on veut les accompagner. Ça va être plusieurs volets de ce projet qui vont être possibles pour eux.
Et aussi pour les mentors, s'il y a des personnes qui sont dans différents corps de métier, qui sont intéressées à se joindre à nous, n'hésitez pas, on est vraiment intéressés à voir votre expertise. Donc, le lien, c'est celui qui défile. Et quand vous êtes sur le lien du projet, vous avez la possibilité d'accéder à la fois pour les mentors à cette rubrique où vous verrez ceux qui sont déjà en place et pour les jeunes qui veulent être mentorés, qui veulent être accompagnés, qui veulent avoir cette expertise-là, vous avez aussi un lien, vous pouvez cliquer dessus. Donc, on va terminer ici et sur une petite note musicale, on va dire merci à tous les auditeurs de web et de YouTube. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup à toi, Mamadou. Merci, ça fait plaisir. Merci beaucoup et on se dit à bientôt. À bientôt là. Merci. Bye tout le monde.